Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à l'EOS 80D, une première vidéo de tutoriel où je ferai en gros une première mise en marche. Ce que je fais, c'est que généralement je vais dans les menus et je pré-règle l'appareil photo avant de sortir pour la première fois avec, ce qui me permet de déjà connaître un peu l'appareil photo et le cas échéant d'avoir mes petites habitudes avec, ce qui me permettra de mieux l'appréhender en fonction de mes désirs. Après, moi ce que je vous conseille avant tout, c'est de lire le manuel. Je sais que beaucoup ne le font pas sous conseil de photographe en disant voilà, c'est mieux d'avoir l'expérience de gens qui utilisent cet appareil photo. Je dis oui, mais il y a certaines choses dans le manuel qui sont utiles, notamment chez Canon, où on va avoir par exemple toute une liste avec cette catégorie qui s'appelle Capteur AF, qui vous permettra de voir toutes les compatibilités de vos objectifs avec l'autofocus de votre appareil photo. Et ça c'est très important parce que comme ça vous pouvez voir l'efficacité d'un objectif en fonction de votre appareil photo. Et ça c'est très intéressant parce que la donnée de votre capteur AF de base n'est pas celle avec tous les objectifs. Suivant la formule optique et l'ouverture de votre objectif, vous allez avoir quelques différences. Donc ceci étant dit, on va commencer tout de suite et on va aller dans les menus. Donc on va aller dans le premier menu. Et donc la première chose à voir, c'est bien entendu la qualité d'image. Donc on aura le choix ici entre trois RAW qui sont RAW 24 millions de pixels, donc large, RAW medium et RAW small. Donc le RAW medium aura 14 millions de pixels et le RAW small aura 6 millions. Donc on aura un peu la même chose avec les JPEG que moi personnellement je n'utilise que pour la preview et regarder vite fait sur la galerie de mon ordinateur la netteté et la précision de certains objectifs que j'utilise avant d'aller dans Lightroom. Donc là on aura plusieurs possibilités. On aura à la fois les trois donc larges, dont deux possibilités de compression, donc 24 millions. On aura un médium qui bizarrement est à 11 millions de pixels et non pas à 14. Et on aura un small à 5,9 millions de pixels. Après on aura des formats spéciaux pour l'affichage sur ordinateur qui sont du 1920 par 1280 et du 720 par 480, à savoir du Full HD et de l'HD. Donc voilà, ce sera tout. Après, la durée de revue, c'est le temps que votre image s'affiche après avoir pris votre prise de vue. Moi je trouve ça un peu distrayant, donc je l'enlève directement, mais si vous voulez, vous pouvez le régler un temps précis ou le laisser jusqu'à ce que vous repreniez une photo lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Là, regardez, je mets mon image. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, voilà, il va tout de suite revenir au mode déclenchement. Ok, donc il y a des trucs qui sont tombés à côté, désolé. Et donc on va revenir dans le menu. Donc signal sonore, ça va activer un bip lorsque vous serez dans le mode one shot, qui est le mode de base d'autofocus avec cet appareil photo. Donc vous pouvez le laisser activer ou désactiver. Moi je le laisse activer parce que c'est un mode que je n'utilise pas souvent. Et par exemple quand je teste mes objectifs, j'aime bien avoir le signal sonore, donc je le laisse activer. Le déclenchement d'obturateur sans carte, donc je le mets sur off sur mes Canon et sur on sur mes Nikon, parce que par exemple sur le 80D, faire une photo sans carte, vous pouvez pas l'afficher, alors que sur Nikon oui, donc ça vous permet de faire des petits tests, mais globalement ça sert à rien, donc c'est mieux de mettre off. Donc voilà. Correction des aberrations des objectifs. Moi j'ai tout désactivé parce que je trouve que ça fait gagner à l'appareil photo plus de mémoire pour utiliser d'autres fonctions quand il, par exemple votre rafale. Donc c'est mieux pour moi de ne pas le perturber avec toutes les corrections qui peuvent baisser votre rafale. Après c'est utile si vous faites du JPEG direct et que vous pouvez pas faire de RAW, que vous n'avez pas de logiciel de retouche. Donc moi je m'en sers pas, mais ça peut être utile. Correction, contrôle du flash.
Donc on va pouvoir contrôler, évidemment, comme vous le voyez, l'émission de l'éclair. On va pouvoir contrôler le mode de mesure, on en aura deux. L'évaluatif, ce sera un mode qui prendra à peu près toute la mesure de votre image, et moyenne, ce sera un peu plus précis, on va dire. Donc la vitesse de synchro, vous aurez le mode auto, après vous aurez la synchro fixe, donc à la vitesse maximale, et vous pourrez avoir un mode automatique un peu plus précis dans ce que vous ferez. On revient, donc réglage du flash intégré, donc on va pouvoir régler le mode de mesure, donc soit le ITTL, ça utilise la mesure de l'appareil photo, tandis que le flash manuel, ça va faire juste un éclair, et puis c'est tout. Donc on a une synchro sur le premier ou le deuxième rideau, c'est important quand la prise de vue est un peu longue, donc vous pouvez avoir différents effets avec le flash suivant que vous faites au moment de l'obturation, enfin au début ou à la fin de votre prise de vue. Après, la correction d'exposition au flash, donc ça marche comme celle sur pour l'appareil photo, pour la prise de vue normale, sauf que là vous pourrez voir si c'est un peu trop blanc ou un peu pas assez éclairé, donc vous le réglerez en fonction de ça. Donc la fonction sans fil, donc ça permettra de régler de dire à vos flashs distants de prendre une photo. C'est plutôt pas mal si vous n'avez pas de quoi les contrôler à distance par module radio. Donc les réglages des fonctions de flash externe, donc là ça va pas pouvoir être disponible vu que l'appareil photo n'a pas de flash au-dessus. Et là vous pourrez régler les fonctions de votre flash externe qui n'est pas disponible non plus lorsque vous n'avez pas de flash. Donc la correction des yeux rouges, on va avoir une espèce de mini lampe devant qui va pouvoir aider à corriger les yeux rouges au flash du coup, évidemment. Et donc on va passer au second menu. Le second menu de prise de vue, on va avoir ici donc la correction d'exposition, celle donc du coup de la prise de vue et non pas du flash. Donc lorsqu'on va dedans, on va pouvoir régler deux paramètres. Donc avec les flèches, on réglera la correction d'exposition, ce qu'on peut régler sur l'écran arrière avec le mode Q, en utilisant le tactile ou ce que vous voulez. Et on va avoir avec la molette le réglage des différentes vues de votre prise de vue HDR. Voilà. Donc réglage de la sensibilité ISO, vous allez pouvoir régler votre ISO bien que vous ayez votre bouton au-dessus qui vous permet de le faire, donc je vous conseillerais de le faire de cette façon-là. Mais là, vous pourrez avoir votre plage pour les photos, donc à savoir les ISO disponibles dans l'appareil photo lorsque vous les réglez normalement. Donc moi j'ai mis ici maximal de chaque côté, donc on n'a pas de H en dessous de 100 ISO, mais on a un H maximum qui va être H1, me semble-t-il, qui est à 25 600 ISO. Donc voilà. Donc, si j'utilise pas le tactile, c'est pour que vous puissiez mieux voir l'écran, évidemment. Donc là, on pourra régler automatiquement en fonction des modes. Si vous êtes par exemple en manuel, mais que vous voulez l'ISO auto, vous pourrez régler de où à où l'ISO automatique se règle. Après, on aura un réglage de vitesse d'obturation mini, donc vous réglerez soit en plus rapide, en plus lent, voilà. Donc ça vous permet de pouvoir régler assez efficacement votre priorité si vous êtes dans plusieurs modes automatiques en même temps. Donc correction de la luminosité auto, moi je l'utilise pas parce que je fais mes corrections sur Lightroom avec les RAW, mais ça peut être utile lorsque vous êtes en JPEG. Donc on va avoir désactivé en mode manuel, voilà. On a un faible, standard et élevé. Balance des blancs, moi je la laisse toujours en automatique parce que c'est toujours dur sur le pouce
de faire sa retouche de balance des blancs. Donc là on aura tout. Hop, alors, pourquoi on aura toute notre menu, donc on peut avoir une balance personnalisée et le mode le plus intéressant si vous voulez un peu personnaliser votre balance des blancs, enfin la régler très précisément, c'est que vous allez pouvoir la régler directement en Kelvin. Donc après tous les modes, c'est des modes un peu pour amateurs on va dire. Mais moi je laisse ça comme ça et je règle après sur Lightroom, c'est beaucoup plus simple. On va faire menu, donc la balance des blancs personnalisée. Donc là il va vous afficher la photo, la dernière photo que vous avez prise. Donc le principe c'est que vous prenez une photo dans un lieu que vous trouvez pas forcément avec la meilleure balance des blancs possible, ou avec des possibilités que ça change, ou que ce soit pas très comment dire, pas très facile, et en fonction de la situation vous prenez une photo et il va se caler là-dessus pour faire la balance des blancs, donc ce sera un peu plus stable on va dire, suivant votre besoin. Donc on pourra faire des écarts de balance des blancs dans les, notamment dans un, comment dire, un shift de couleur, donc changement de couleur. Et là ce qu'on peut voir en dessous, c'est qu'on va pouvoir faire un bracketing de couleurs. Donc contrairement au bracketing d'exposition, là on n'essaye pas d'avoir plusieurs expositions pour augmenter la dynamique de sa photo, mais ce sera pour avoir différentes couleurs en fonction de la balance des blancs si vous la trouvez pas terrible, de pouvoir ajouter plusieurs images avec des couleurs différentes, ou pouvoir choisir laquelle des images vous trouvez le mieux. Et donc on arrive dans le dernier, la dernière section de ce menu 2, qui est l'espace de couleurs. Donc il y a deux espaces de couleurs, il y a le Adobe RVB et le sRVB. Le Adobe RVB est réputé meilleur, sauf que c'est moins utilisé. Donc moi je laisse sRVB, j'ai jamais eu de problème avec. Après ça à vous de voir. Donc on va aller dans le menu de prise de vue 3. Donc nous voici dans le menu de prise de vue 3. Donc là on aura les styles d'image. Donc là on aura toutes les corrections, on va dire, que vous pourrez appliquer à votre JPEG. Ça ne marche pas en RAW, donc si vous faites du RAW, c'est inutile d'aller dans cette section là. Donc le style d'image, on aura tous les styles, plus des styles qu'on pourra évidemment personnaliser. Voilà. Hop. Après on aura évidemment les réglages, donc on a plusieurs réglages. Donc on a le mode automatique, donc il va des fois faire confiance juste à l'appareil photo, et des fois mettre la correction de bruit, et sinon vous pouvez l'activer tout le temps en pause longue. Donc on peut avoir aussi la réduction du bruit, ce qui va fonctionner à peu près de la même façon. Donc là on va avoir faible, standard et élevé, et un mode qu'on ne peut pas utiliser, option limitée. Donc en fait ce mode là ne sera disponible que lorsque vous utilisez que du JPEG, je pense. Donc, priorité haute lumière. Donc en fait si vous mettez le D+, c'est censé augmenter votre dynamique, sauf que ça a un prix, c'est que vous ne pourrez plus, semble-t-il, accéder à l'ISO, à votre ISO le plus faible. Donc ici vous serez de 200 à H, du coup 25600 ISO, et vous n'aurez plus accès à 100 ISO. Donc moi je le mets pas, je corrige ça si j'ai besoin de corriger sous Lightroom, et c'est tout. Donc effacement des poussières, donc c'est bien pour les JPEG, et si vous n'êtes pas très soigneux avec votre appareil photo, ça vous permet de pouvoir effacer les poussières. Donc en fait, il va, comment dire, essayer de prendre une photo et de corriger les images. Il faut le faire, je crois, sur un fond blanc, c'est mieux. Donc là on a expo multiple, donc on peut faire un bracketing. En fait, la différence entre expo multiple et le mode HDR, c'est que l'expo multiple, c'est vous qui allez mélanger après sous Lightroom ou sur n'importe quel logiciel vos photos ensemble. Et le mode HDR, ça ne marche qu'en JPEG, et ça permet directement dans l'appareil photo de faire le mode HDR et d'avoir une belle image.
Donc nous voici au menu 4 du menu de prise de vue. Donc ici on aura l'intervalle au mètre, donc ce qui vous permettra de faire des timelapses, enfin d'avoir le minutant du timelapse. Là on a un minutant pour bulbe, je ne sais pas à quoi ça sert, mais apparemment ça ne sert qu'en JPEG. Donc, prise de vue anti-scintillement, donc ça va être utile lorsque vous avez des lumières un peu bizarres, style les néons, qui vont pas toujours être blancs, ils vont avoir une fréquence d'oscillation que l'appareil photo ne peut pas voir. Donc si vous avez déjà fait des prises de vue et que ça apparaissait un peu marron à certains endroits ou vert, c'est à cause du scintillement. La prise de vue anti-scintillement, il faut savoir que ça prend beaucoup de ressources de l'appareil photo, donc il faut vraiment l'activer que quand vous voulez vous en servir. Et sinon ne pas l'utiliser. Donc verrouillage du miroir. Donc ce que je trouve dommage avec cette fonction, c'est qu'elle ne soit pas accessible sur l'extérieur de l'appareil photo, mais bon, là je chipote. Ça va vous servir à bloquer votre miroir pour faire une prise de vue plus silencieuse ou regarder, souffler votre appareil photo, ce que vous voulez. Après le ratio d'aspect, donc c'est de base 3,5 comme tous les réflexes, donc ce sera exactement le format de l'écran. C'est Canon est le seul à faire un écran au format de sa photo, donc ce sera le format ratio horizontal sur vertical. Donc normalement c'est que lorsque vous êtes à 3 cm, ça fera 2 de l'autre côté. Et voilà, donc on a une possibilité de faire du 4 tiers, à savoir que 4 tiers, c'est notamment le format qui est utilisé par les appareils photo micro 4 tiers ou certains moyens formats argentiques. Après on aura le format 16 neuvième qui est le format de vidéo standard aujourd'hui, et d'écran en général d'ordinateur. Et là on aura un format 1/1 qui est un format carré. On passe maintenant au menu 5. Donc on aura la visée par écran, donc le Live View activé. Donc la méthode de suivi, donc là ce sera les paramètres d'autofocus pour votre autofocus Live View. Donc là, cette petite icône montre que ça fait du suivi et du visage. Donc lorsque vous serez en mode normal, ça suivra en général les visages ou ce qui est le plus proche dans la scène, et si vous tapez sur l'écran à un endroit précis, ça prendra juste ça, et dès qu'il verra un visage, il reviendra au visage. Donc on a FlexiZone, on a deux FlexiZone, je sais pas si je peux, non, pas venir dans le menu, pardon, FlexiZone. Donc les deux menus, on va peut-être être sur un suivi, je vois pas la différence. Enfin bref, je vais le laisser sur suivi. Donc déclenchement tactile dévalidé, donc lorsque vous êtes en live view, je vais enlever le bouchon d'objectif devant, donc on va se mettre en live view, et donc on aura ici ce petit icône, donc vous n'êtes pas obligé de le régler dans l'appareil photo, enfin dans le menu, et ça vous permettra de déclencher en tapant sur l'écran. Donc là c'est dévalidé, vous pouvez le valider, c'est très simple. Après l'affichage du quadrillage, on va encore revenir là, ça permet d'afficher des règles de perspective qui seront assez sympas si vous voulez être bien comment dire, calé sur dans votre photo, avoir des bonnes perspectives. Simulation d'exposition, donc ça faut pas l'enlever, enfin faut pas l'enlever. Pour moi c'est important parce que c'est ce qui fait que votre écran de Live View se rafraîchit pour afficher ce qui sera à peu près votre photo une fois prise. Donc c'est mieux que ce soit activé. Sinon vous verrez pas l'exposition exactement telle qu'elle doit être. Donc on passe du coup au menu 6 de prise de vue. Et là on va avoir prise de vue silencieuse, mode 1, mode 2, désactivé. Donc ça de prime abord, je ne sais pas, donc si vous voyez c'est important de regarder dans ce manuel. Donc voilà, et délai de mesure, c'est assez bizarre que... Donc voilà, là je pourrais pas trop vous aider.
et même m'aider non plus. C'est pas très important puisque j'ai jamais eu de problème avec l'appareil photo, donc si ça vous intéresse, voilà. Donc on va passer au menu suivant. Donc on va avoir le menu de visualisation, donc on aura les trois catégories du menu de visualisation. Donc là on va pouvoir protéger ces images, les faire pivoter, donc on va peut-être rentrer dans le menu. Donc voilà, on sélectionne les images dans un dossier, voilà, ça pas mal. On fait pivoter les images, alors ça peut être pas mal, parce que moi, de prime abord, quand je prends la photo, je ne retourne pas les photos, parce que je trouve que c'est pas très pratique, et que ça enlève un peu de définition lorsque vous les regardez sans zoomer dedans. Donc on peut effacer les images, mais ça on peut le faire directement avec la petite poubelle qui est ici. L'ordre d'impression, donc standard, tirage. Donc ça vous permettra de sortir directement les photos de votre appareil photo sans passer par un ordinateur sur une imprimante. Donc on peut faire de l'édition. Bon, c'est pas non plus Adobe InDesign, mais c'est plutôt pas mal d'avoir cette fonction là dans un appareil photo, notamment lorsqu'on veut imprimer directement une photo et qu'on n'a pas d'ordinateur. Donc on aura nos petits filtres créatifs. Donc voilà, on va faire des trucs là, ça va être... Donc on aura nos petits effets ici. Je ne vais pas régler ça parce que j'ai pas envie. Mais voilà. Traitement des images en RAW. Ah oui, donc ça c'est intéressant. C'est votre petit Lightroom. C'est votre petit Lightroom dans votre appareil photo. Donc encore une fois, c'est une fonction que je pense que je n'utiliserai pas, notamment parce que vous pouvez avoir un Lightroom sur votre téléphone et cet appareil photo fonctionne très bien en accordé à un téléphone, pardon. Donc voilà, je trouve pas ça très utile, donc je ne m'en servirai pas, mais sachez que c'est là et c'est plutôt cool. Donc après, on va passer au menu 2. Donc évidemment, donc rogner. Ce qui est marrant, c'est qu'on a rogné et redimensionné. Ce qui est peu ou prou. Ah voilà. Donc non, j'ai dit une connerie. Donc rogner, ça vous permettra de recadrer. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis recadrer. Et redimensionner, ça vous permettra d'adapter la définition, comment dire, plus simplement. Vous pouvez mettre, c'est ça qui va être intéressant, vous pouvez mettre votre définition maximum, mais après prendre la photo et dire je veux que ça devienne du 11 mégapixels ou autre chose. Là donc classement, on va pouvoir donner des notes aux photos pour pouvoir, je sais pas, les montrer à des amis ou les partager. Donc c'est peut-être des notes à faire à soi-même, donc c'est plutôt sympa, même si je ne m'en sers pas. Là on va pouvoir faire un diaporama, et là je ne comprends pas pourquoi ce réglage est ici, parce qu'on va avoir typiquement là des réglages de photos, un peu de post-traitement, et là on a un paramètre. Donc en fait c'est le paramètre de votre roue qui est au-dessus là, donc à savoir que lorsque vous faites vous êtes dans votre menu de visualisation, ça va vous permettre de passer chaque photo ou les petites flèches, et celui du dessus passera de 10 en 10 comme là, ou du coup vous pourrez régler de 100 en 100 ou de 1 en 1. Voilà, donc on va passer du coup au troisième menu de visualisation. Donc là, on va avoir plein de petites choses qui s'afficheront dans votre viseur. Non, je dis des conneries d'ailleurs. Ce sont des choses qui s'afficheront dans le menu de visualisation du coup. Par exemple, si je fais AF Collimator, je l'active, ça va être par exemple utile si je fais une photo pour régler, voir si l'autofocus est réglé. Je prends la photo et ce que ça me donne, c'est que lorsque je suis dans le menu de visualisation, ça va me donner le point autofocus. Je trouve ça chiant chez Canon parce que on est obligé, vous voyez là, je sais pas ce que j'ai fait, donc
va revenir là. Donc vous voyez que quand tout est désactivé, et ça c'est pour une raison, c'est que par exemple vous êtes dans votre menu de visualisation, vous n'avez aucun moyen de ne pas les voir. Alors que, par exemple, on va parler de Nikon, Nikon qui filme d'ailleurs, et chez Nikon, ces menus-là sont toujours présents, sauf qu'il faut, comment dire, scroller un peu, enfin, faire bas sur votre photo, et vous avez votre collimateur qui s'affiche, si votre image est surexposée, et après vous aurez les infos de prise de vue. Donc c'est comme si vous appuyiez sur info, sauf que sur info ça n'affichera pas vos petites choses ici, donc c'est un peu dommage. Donc à chaque fois que vous voulez avoir votre photo ou vous voyez pas le collimateur AF et le remettre, il faut passer dans le menu et faire désactiver, réactiver. Donc voilà, c'est à savoir. Donc quadrillage de lecture, donc ça mettra la même chose quand Live View met dans vos photos, ce qui n'est pas vraiment très intéressant puisque dans le menu de visualisation c'est plutôt une image claire qu'on veut et c'est pas d'avoir nos petites grilles qu'on a mis dessus. Donc pour moi c'est pas très intéressant. L'histogramme, c'est plutôt cool. Donc là ça va pas régler l'apparition de l'histogramme dans votre menu, mais plutôt ce que ça montre. La luminosité ce sera le général et le RVB ça va montrer chaque couleur en fonction des autres puisque l'histogramme n'a jamais des couleurs parfaitement définies sur, sur la plage de l'histogramme. Donc voilà, ça vous permet de pouvoir checker en RVB, ce qui est plutôt pas mal je trouve. C'est comme ça que c'est affiché dans Lightroom, donc c'est plutôt intéressant, mais je m'en sers pas trop sur l'appareil photo. Commande HDMI. Donc voilà, on peut activer sa commande HDMI. Normalement elle s'active toute seule, donc je ne sais pas pourquoi ça indiquait ça. Bon, après je me trompe peut-être. Et voilà. Donc on passe maintenant au menu qui pour moi, si vous préférez aller au menu essentiel lorsque vous commencez à utiliser votre appareil photo, c'est celui-là qu'il faudra, où il faudra aller en priorité. Donc là on aura des informations pas forcément importantes pour le premier onglet. Donc on a sélectionné un dossier, donc voilà on a les images, donc j'ai fait 236 photos avec l'appareil photo, que des photos d'ailleurs où j'ai testé l'autofocus avec le Yongnuo de merde que je ne conseille pas. Après on aura la numérotation des fichiers, donc numérotation en continu, ça va vous permettre d'avoir toujours un chiffre supérieur sur toutes vos photos, donc ce sera assez simple en général de au moins pouvoir voir jusqu'à ce que vous arriviez à 1000 photos ou 10 000 photos, donc c'est plutôt pas mal, enfin 1000 photos je crois. Rotation auto désactivée, donc c'est ce que je disais, c'est que moi sur les photos quand elles sont en verticale, je les laisse quand même dans ce sens là parce que j'ai juste à retourner l'appareil photo, c'est pas dur, donc vous pouvez du coup activer ou désactiver ça. Donc formater la carte, évidemment ça formatera votre carte, c'est la première chose que vous devez faire lorsque vous mettez une carte dans votre appareil photo. Le deuxième conseil c'est que si vous formatez une carte, formatez-la toujours dans l'appareil photo. Si vous le faites de l'ordi, comme c'est pas la même compression, vous allez perdre de l'espace. Et donc c'est mieux même pour que l'appareil photo marche le mieux possible. Donc réglage de communication sans fil. Ça vous permettra d'utiliser, je sais pas si vous allez le voir puisque je vais être un peu plus loin, le logiciel qui est ici qui est Canon Camera Connect, donc c'est celui-là qu'il faut télécharger pour utiliser votre 80D en Wi-Fi, et ça marche globalement très bien. Donc on va aller dedans quand même. Je me suis trompé d'appareil, donc on va aller dedans, voilà. Le mec il essaie de régler ses fonctions dans l'appareil photo qui filme, enfin bref. Donc là vous allez activer ou désactiver le Wi-Fi et le NFC. Donc quand vous voulez l'utiliser, vous ferez oui. Vous allez dans fonction Wi-Fi. Donc c'est un peu bizarre parce qu'il faut aller là et confirmer réglage.
Et donc là, vous aurez votre mode de communication et il faudra aller dans le menu de connexion de votre appareil photo et comment dire, l'appairer à votre appareil photo. Donc comme si vous vous connectiez en gros à votre box, vous mettez, quand vous revenez là, vous mettez un pseudo à votre appareil photo. Oui, moi mon pseudo il n'est pas génial, à savoir que là il est grisé, hein. Vous pouvez peut-être pas le voir d'ici. Mais vous mettez votre nom, vous mettez fonction Wi-Fi, vous mettez confirmer réglages et après vous connectez votre appareil photo au réflexe et après vous utilisez l'application. Ça marche vraiment très bien, notamment pour faire des vidéos. Je ferai une vidéo spécialement là-dessus, mais à savoir que ça marche très bien. Donc on revient en arrière et maintenant on va passer au mode, à l'onglet 2 de réglage. Donc là on aura l'arrêt automatique, donc il va se mettre en veille à un moment comment dire, précis. On va le mettre là spécialement pour qu'il aille à 8, comme ça évitera qu'il s'éteigne, enfin qu'il se mette en veille pendant que je filme. Donc on aura un réglage de la luminosité qui sera pas automatique. Sur certains EOS c'est automatique mais pas sur celui-ci. C'est une comment dire, ça a de plus en plus tendance à plus avoir de capteur automatique, mais bon. Donc voilà, au déclenchement il reste allumé. Donc en fait ça peut être utile de l'enlever lorsque vous faites de la photographie de nuit. Chez Nikon il s'éteint tout le temps, mais chez Canon vous pouvez laisser par exemple l'écran allumé avec ce bouton là, l'écran du dessus, et il prendra la photo avec l'écran allumé, ce qui peut occasionner des problèmes, notamment si l'appareil photo a pas une bonne, comment dire, pas très hermétique à la lumière. Ça pourrait éclairer l'intérieur, ce qui est plutôt problématique, mais en théorie c'est pas le cas. Donc moi je conseille quand même on va le mettre. Bon, je sais pas si ça le fait du coup. Je sais pas. Voilà. Donc LCD manuel auto au déclenchement. Oui. Donc le LCD c'est l'écran du dessus, je pense. Il reste allumé. Mais lorsque comment on voit en dessous, on voit pas que on peut le désactiver. Donc c'est un peu bizarre. Donc voilà, le menu le plus important, mais vous n'aurez pas à aller dedans, puisqu'en fait si vous allumez normalement votre appareil photo, vous allez directement arriver là-dessus. C'est de mettre votre heure, la date et tout team en fonction de là où vous habitez. Donc moi le seul truc que je pourrais vous conseiller là-dedans, c'est de mettre ça. Et donc ça s'affiche comme ça ici. C'est de mettre l'année, le mois et le jour. En France, on a usuellement l'habitude de faire l'inverse, de mettre le jour, le mois et l'année. Sauf que dans un ordinateur, c'est plus logique d'avoir l'année qui ne change qu'une fois dans l'année, évidemment, quand ça passe à l'année suivante, que le jour qui change tous les jours. Et du coup, la base plus stable pour faire des fichiers, c'est de mettre d'abord l'année, le mois et la date. Et où je veux en venir, c'est que si vous rangez vos fichiers dans des dossiers par date, c'est mieux de toujours mettre dans ce sens-là, donc d'avoir l'habitude de lire dans ce sens-là, donc c'est mieux de le régler comme ça. Ah, c'était compliqué. Donc, la langue, je suis français, donc je le mets en français, mais vous avez accès à beaucoup de langues. Affichage dans le viseur, donc là ça va vous permettre de régler un peu comme tout à l'heure pour l'écran arrière en live view, ce que vous allez utiliser. Donc le niveau électronique je l'ai masqué, puisque contrairement aux appareils photo un peu plus haut de gamme, ça n'utilise pas le même truc. C'est un petit logo où ça va des fois tourner, c'est pas terrible. C'est mieux d'avoir une règle vraiment précise où vous savez à quel moment vous êtes à peu près droit, et donc je l'ai masqué. Par contre le quadrillage est affiché et le détecteur de scintillement aussi, bien qu'il détecte des scintillements sur des lumières qui ne scintillent pas. Et c'est le flicker, donc ça peut vous permettre de savoir à quel moment activer l'anti-scintillement.
Réglage du dispositif GPS. Alors, il n'y a pas de GPS là-dessus, donc il faut un module externe. Donc, quand vous allez mettre régler, il va vous dire bah non. Et puis voilà, donc c'est tout pour ce deuxième onglet du menu de réglage. Et maintenant on passe au troisième. Donc usuellement ici on a le système PAL, il faudrait que je me renseigne un peu plus. J'avais déjà dit ça dans l'ancienne vidéo que j'avais fait mais que je n'ai pas publié. Parce que normalement ici en France c'est du PAL. Mais comme YouTube est international et que c'est sur ordinateur, en théorie je ne sais pas s'il faut garder le mode PAL. Donc j'irai voir ça sur internet. Le guide de fonction, je vais le laisser activer, mais comment dire, si ça vous fait chier, vous l'enlevez. Ça vous permet en utilisant le mode info, enfin le bouton d'info dans les menus, de pouvoir être un peu mieux renseigné sur ce que ça fait. Commande tactile, j'ai mis sensible pour pouvoir avoir une bonne réponse de l'écran tactile du coup. Après info batterie, là on voit que il faut que je recharge ma batterie. Et là on va avoir l'intensité de recharge, donc ça va montrer à partir de quand votre batterie devra être changée si votre batterie commence à être de mauvaise qualité ou vieille plutôt, on va dire. Nettoyage du capteur, donc vous pouvez le régler comme il est réglé normalement sur les appareils photo. Au démarrage et à l'arrêt, vous aurez votre petite icône qui s'affiche et qui dit nettoyage automatique. Vous pouvez nettoyer maintenant, on va le faire, voilà. Et si vous l'avez entendu, voilà. Et après on peut faire un nettoyage manuel, c'est quand vous voulez enlever les poussières de votre capteur et il va se mettre miroir levé, à savoir que je pense que même que ce soit sur Canon ou sur Nikon, il faut avoir au moins 50% de la batterie pour le faire. Donc l'affichage de la touche info, c'est lorsque vous êtes en prise de vue normale. Vous pouvez utiliser la touche info pour savoir vos paramètres de base de la photo. Donc voilà, on aura la température de couleur, on aura les shifts en white balance, donc ce que vous avez changé, tous les paramètres et on peut avoir le niveau électronique, ce qui est plutôt pas mal lorsque notamment on fait de la prise de vue sur pied. Mais moi je trouve pas ça spécialement utile parce que ça arrive que ce soit à niveau mais que l'horizon soit pas complètement à niveau non plus. Donc c'est en fonction de votre feeling, ça peut être intéressant, donc je vais laisser. Affichage de prise de vue, je ne le mets pas parce que je trouve ça perturbant, ça affiche exactement la même chose que Q quand on appuie dessus. Sauf que vous pouvez pas régler avec info vos infos du coup, enfin votre ouverture et tout le tralala. Donc ce que vous aurez en faisant ça. Voilà, typiquement, vous pouvez là, je vais dessus, je peux régler, je vais là, je peux régler. Alors c'est ça que ça fait, hein, le guide des fonctions, donc c'est un peu chiant. Moi je l'enlève en général, là je l'ai laissé pour la vidéo. Donc voilà. Après, info pour affichage des options élevées. Donc voilà, ça sert lorsque vous utilisez votre Live View, puisque LV Live View. Voilà. Et du coup, je viens de comprendre un truc avant, mais bon, c'est pas grave. On aura l'histogramme en mode RVB, et ce qui est bizarre, c'est que, voilà, l'histogramme, il est en RVB de base sur le Live View, mais si vous le mettez dans votre menu de visualisation, il sera de base en luminosité. Voilà. Donc taille d'affichage grande, et on peut le mettre en petit. Ouais, on va le mettre en petit. Ça permettra de moins le voir. Et donc voilà. On revient en arrière. Et puis voilà, on passe au menu du coup 4. Donc on aura le verrouillage multifonction. Donc le verrouillage multifonction, c'est le petit lock qui est ici. Et moi j'ai mis molette principale, molette de contrôle rapide, multicontrôleur et juste pas la commande tactile puisque c'est quand même toujours utile. Et comme j'utiliserai souvent lock quand je trimballerai l'appareil photo,
comment dire, à bout de bras je pense, ou le long de mon corps, j'aurais juste à retourner l'écran tactile et il n'y aura pas de problème. Donc voilà. Après c'est pas non plus quelque chose qui sert très souvent je trouve. À vous de voir si ça vous sert. Donc pour les modes de prise de vue perso, donc on pourra enregistrer les réglages. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. Donc on va se mettre typiquement, je vais mettre en mode bulbe, je me mets en mode live view pour que vous voyez un peu. Donc là il va mettre que je suis en wifi. Et donc là c'est un peu problématique parce que voilà. On revient là, merci de me l'avoir indiqué, c'est pour ça que ma batterie commençait à s'utiliser. Donc on est en live view, là on voit que je suis en mode bulbe et je suis à quelle ouverture? À F10 ISO, on va se mettre à 100 ISO et je reviens dans le menu 4 évidemment et je fais enregistrer les réglages d'anciens. Bon, je l'avais déjà fait avant mais c'est pour vous montrer. Et lorsque voilà, je me remets en mode de prise de vue et que je me mets en C1, et ben le C1 m'affiche bulbe à côté si vous arrivez à le voir et on a tous nos réglages bulbe, F10, ISO 100 et c'est sympathique. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Donc pourquoi mettre ça? C'est que moi je fais des photos de paysages la nuit, des longues expositions, et j'utilise une télécommande intervallomètre qui va me permettre de pouvoir régler des temps de pause au-delà de 30 secondes et avoir le bulbe directement réglé, ça me permet de pas avoir à savoir où sont les touches de l'appareil photo, donc de nuit c'est bien, ça permet de pas utiliser de lampe et c'est plutôt cool. Voilà. Donc après on aura réinitialisé tous les réglages, je vais dire non, on aura les infos de copyright, donc vous allez dedans, vous pouvez mettre qui c'est l'auteur, donc qui êtes-vous, c'est à vous que ça regarde, et donc on aura saisir les détails, blablabla, on pourra les supprimer évidemment, et un fichier. Alors ça par contre, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que si vous achetez cet appareil photo à quelqu'un d'autre, regardez bien les infos de copyright, hein, quand même. Après, on n'est pas tous connus, mais ça peut être utile de les changer avant de faire des photos. Donc voilà, on a les logos de certification. Moi, je kiffe. Regardez ça. Voilà. Et donc après, on aura notre version de firmware. Donc moi, il était batterie trop faible, mise à jour impossible. Donc voilà, c'est un peu comme ce que je disais. Le mode miroir levé pour le nettoyage, il va pouvoir le faire que si vous êtes à plus de 50%. Donc là j'ai le firmware 1.0.2 qui date du début de l'année. Si votre appareil photo a été fait avant, regardez ça, vous avez juste à mettre dans la carte SD le firmware tiré de votre ordi. Et puis ça marche. Il faudra juste choisir entre la version Mac et la version PC et puis c'est tout. Là on passe au menu de prise de vue mais plus personnalisé on va dire, donc dans les paramètres plus précis, si je peux dire ça comme ça. Donc on va arriver dans le CFN1 qui est exposition. Donc là vous pourrez, donc, je sais pas, au début, régler les incréments d'exposition. Alors ici on arrive à voir avec des paliers de 1/3, donc là ce sera l'utilité d'avoir un 80D même par rapport à un 77D qui vient de sortir, c'est que l'incrément sera de 1/3, donc on aura des réglages plus précis. On aura la même chose sur les ISO. Après annulation du bracketing, c'est avec son pantalon. Auto. Après on aura la séquence de bracketing, donc ça vous indiquera la façon dont ça prend la photo. Donc là on aura la première exposition, l'exposition normale, l'exposition négative et positive.
Et là, donc après, c'est à votre convenance. T'as un nombre de vues braquetées, donc évidemment c'est le nombre de vues, 2, 5, 6, donc c'est un peu plus précis. Décalage de sécurité. Vitesse, je sais pas ce que c'est. Voilà. Et je dis voilà plein de fois. Donc là, je suis pas au bon endroit, on va dire. Donc, on va être sensibilité du suivi de l'autofocus. Donc ça, c'est une chose qu'il faudra bien regarder lorsque vous testez votre objectif, notamment si vous ne venez pas de chez Canon et que vous avez votre premier appareil photo, parce que ça ne marche pas par exemple du tout de la même façon que Nikon, enfin en réglage précis du moins. Et moi j'ai utilisé sensibilité de suivi plus verrouillé parce que j'utilise souvent l'AF on et donc je suis tout le temps en mode AI cerveau, ce qui n'est pas forcément le mieux. Donc mettre verrouillé, ça empêche l'optique, si elle a des petits problèmes à choisir, de tout le temps faire la mise au point et que ce soit pas terrible. Donc j'ai souvent des photos plus nettes en étant enverrouillé qu'en réceptif. Donc après il y a quand même des contreparties, mais c'est à vous de voir lorsque vous testez votre objectif et votre appareil photo. Donc suivi, accéléré, ralenti. Donc moi je mets accéléré parce que du coup, comme j'ai mis sur iPhone, c'est pas du tout sur le déclencheur. Donc ça me permet d'avoir un AF très rapide. Et après, quand je veux, pouvoir mettre déclenché. Donc ça permet de ne pas être bloqué, notamment entre ça arrive que si vous mettez ralenti, que ça reste pas très terrible. Donc 3 changements de collimateur auto. Je mis pas très rapide, je crois. Donc en fait non, je m'étais trompé. Donc moi je mets priorité au déclenchement. Donc le suivi c'est pour la rapidité de suivi, mais pour le déclenchement, il faut savoir que si vous mettez mise au point, des fois vous allez rater des photos juste parce que l'appareil photo dira non non c'est pas exactement au point. Attends un peu, donc vous appuyez votre déclencheur et ça marchera pas. Je le mets sur déclenchement parce que le déclenchement je l'ai pas au même endroit que l'autofocus, donc c'est beaucoup plus simple à gérer de cette façon là et ça donne quelque chose de beaucoup plus rapide et pour moi de beaucoup plus efficace. Donc on a une possibilité d'agir différemment sur la deuxième frame, mais je ne le fais pas. Faisceau d'assistance AF, je n'utilise pas ça, donc on aura ça notamment surtout avec les flashs externes. Hop, on va revenir en arrière. Mais je savais pas qu'il y avait une assistance, je suis pas sûr qu'il y ait une assistance dans l'appareil photo. Donc on a la possibilité de dire à l'appareil photo continue de rechercher le point autofocus. Donc ça, le problème c'est que ça donne des fois des trucs où l'objectif arrête pas de chercher et c'est un peu chiant, mais s'il trouve c'est plutôt pas mal. Et bien dire c'est plutôt pas mal. Donc là on aura nos sélections de zone AF. Donc lorsque vous appuyez sur votre bouton, la première fois ça va vous mettre dans le mode, et après ça va changer entre celui-là qui est le single, celui-là qui est la zone 2.9, celui-là qui est la zone entière, à savoir qu'il y a 3 zones sur l'autofocus, et là c'est tout l'autofocus. Et donc appuyer sur ça, ça vous permettra d'avoir toutes les options ou d'en enlever certaines, celles qui vous intéressent pas au final. C'est toujours bien de les avoir toutes, donc je sais pas pourquoi il y a ça. Donc on va passer au truc suivant. En fait, donc ce menu là sert, si je ne me trompe pas, vous avez la possibilité entre les deux de soit utiliser celui-là ou celui-ci. Donc si vous utilisez, vous vous servez de celui-là, changer les zones AF, donc ce qu'on a montré avant, sera soit sur le sélecteur ici, soit sur le sélecteur ici. Donc voilà. Donc là théoriquement pour l'instant il est inutile ce bouton.
Et puis voilà, donc on revient en arrière. On va passer idem orientation, collimateur plus zone. Donc on va aller dedans et regarder ce que ça prend. Donc, sélection des... Ok, voilà, c'est ça. Donc on a le choix, donc on a 3 versions, mais je ne sais pas quoi sont ce qui différencie les 2 premières, mais la troisième, ça va, lorsque vous orientez l'appareil photo dans un autre sens, ça va essayer de vous adapter le collimateur autofocus à l'endroit où ça devrait être s'il était en vertical, si vous comprenez ce que je dis. Moi, j'utilise pas ça parce que ça marche pas très bien, tout simplement. Et que j'aime bien savoir exactement où est mon collimateur autofocus et qu'il se balade pas tout seul dans le champ. Voilà, j'aime avoir le contrôle. Après, on va passer à 11. Donc, collimateur initial en AI cerveau, donc automatique. Et là, c'est collimateur initial choisi. Donc, ça vous permet de pouvoir... Alors ça, ce qui est bien, c'est que ça va vous permettre de un peu simuler un mode 3D. Donc là, vous choisirez le premier collimateur. Donc en fait, lorsque vous êtes en zone large, aucun collimateur F ne se sélectionne et il va automatiquement choisir celui qu'il veut. Tandis que là, vous en choisissez un et par rapport à ça, il va se caler sur ce que vous lui dites, ce qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, du coup, je vais le mettre sur ça et ok. Alors, suivi des couleurs, donc ça doit être en live view, si je me trompe pas, ou ça doit être l'espèce de mode, petit mode genre 3D qui doit marcher comme ça. Donc alors, ça, mouvement de sélection de collimateur AF, typiquement, si vous mettez s'arrête au bord de la zone AF, c'est que vous allez bouger votre collimateur AF, et lorsque vous serez arrivé au bord, et vous devrez revenir au milieu en revenant vers la... Par exemple, si vous allez à gauche, en allant vers la droite. Mais si vous choisissez continue, en finissant par aller complètement à droite, vous allez de l'autre côté de votre autofocus, donc du côté gauche. Ça peut être utile, mais je trouve pas ça spécialement... Je trouve ça un peu gadget, donc je le laisse au bord. Donc après, affichage des collimateurs pendant la map, donc là ça va vous pouvoir vous personnaliser, soit vous montrer la position de collimateur autofocus autre que celui que vous avez sélectionné, voilà, donc celui qui est voilà, de base c'est sélectionné, et donc c'est bien comme ça. Après vous pouvez tester ce que vous voulez. Donc autofocus, éclairage du affichage du viseur, donc ça va en fonction de, par exemple, si vous êtes dans une zone sombre, ça va vous afficher lors du focus, ça va vous faire une lumière rouge pour vous indiquer que vous êtes mis au point, ou que vous avez utilisé la touche de mise au point ou la touche de déclenchement. Voilà, rien de plus à dire dessus. Donc là, on aura notre micro ajustement d'autofocus. C'est plutôt bien, ça marche. Je dirais que en général, ça s'utilise surtout sur les optiques qui ne sont pas natives de ce système EOS. Donc là, ce que j'ai sur le 80D, c'est un Yongnuo 50 mm 1.8. Et comme vous le voyez, il a besoin quand même d'un peu d'ajustement pour faire des trucs nets. Après, il faudra me croire sur parole. Mais c'est plutôt sympa, donc là vous pouvez régler l'ajustement par objectif si vous estimez que votre appareil photo est bien réglé, ou sinon ce sera la même valeur sur tous les objectifs. Et puis voilà. Donc maintenant on passe au CFN3, donc à savoir opération et autres. Et qu'est-ce qu'on a dans opération et autres? On va avoir au premier déjà donc toutes les alertes qui se mettent dans le viseur.
Donc ça affichera des réglages précis lorsque vous les utilisez, évidemment, hein, ce qui est marqué là. Comme moi j'utilise que des choses où ça n'apparaît pas, j'ai pas estimé que je devais les enlever. Et puis si j'utilise du JPEG un jour et ces modes là, ça me permettra de savoir que je suis pas en roue, surtout. Donc les molettes, sens d'inversion des molettes, donc c'est pour si vous préférez régler votre vitesse d'obturation en fonction de la molette, vos préférences. Donc moi j'ai choisi de laisser normal, et c'est surtout là, pas là, non, ça je ne comprends pas ce menu là, donc je vais le passer. Et donc ici vous allez pouvoir personnaliser vos commandes. Moi personnellement j'ai choisi de ne pas mettre l'autofocus sur le déclencheur, juste la mesure de la lumière, donc il n'y a pas d'option de rien mettre sur le déclencheur, on a forcément la mesure où on va d'ailleurs y aller, voilà, où vous pouvez faire un blocage de l'exposition, et voilà, donc je laisse là-dessus. Après on aura le bouton d'AF on qui de base est réglé pour faire l'autofocus. Donc les deux boutons servent à faire l'autofocus, mais le problème c'est que celui du déclencheur est toujours prioritaire, donc ça sert pas forcément à grand chose du coup d'avoir l'iPhone réglé comme ça. Après on aura notre touche de mémorisation d'exposition, donc la touche étoile qui bloquera l'exposition sur ce que vous avez choisi. Donc c'est bien par exemple si vous avez une scène assez dure et vous voulez garder un point d'exposition plus précis, vous pointez votre collimateur autofocus à l'endroit où vous voulez, vous utilisez l'étoile et c'est bon. Donc c'est paramétrable, mais après les paramètres sont pas forcément terribles. Vous pouvez aussi mettre la F dessus. Alors je sais pas pourquoi, à moins que vous vouliez avoir en plus l'étoile là. Et donc on aura comme option donc AEL, FEL, la fonction de base de mémorisation d'expo et d'expo au flash, activation de la mesure AF, donc l'autofocus. Donc là on aura aussi une touche arrêt de l'autofocus. C'est notamment comme ça que sont réglés en général les objectifs qui vont avoir un bouton dessus. Mémorisation d'expo quand c'est maintenu, et mémorisation d'exposition. On va juste utiliser peut-être celui-là plutôt pour l'instant, puisqu'il n'y a pas, on n'a pas de flash. Enfin, j'ai pas de flash. Donc là on aura le petit bouton qui est le bouton de réglage on va voir, de ce petit paramètre qui est voilà, le contrôle de la profondeur de champ. Donc moi je l'ai mis sur One Shot Servo, puisque le contrôle de la profondeur de champ ça ne sert pas à grand chose pour moi, parce que la preview n'est pas très bonne, dans le sens où dans les réflexes on va avoir le viseur qui s'obscurcit, donc on verra pas bien la photo finale. Après on peut régler la F-off, comme je l'ai dit tout à l'heure, le AEL, FEL c'est pour mémoriser l'exposition, pardon, à la fois au flash et normalement. Après on aura le contrôle de la stabilisation d'image juste en appuyant sur le bouton. Les mêmes touches de fonction mémorisation d'exposition maintenue et mémorisation d'exposition. Après juste au flash et aucune fonction. Après donc lens, voilà, c'est ce que je disais, c'est quand lorsque vous aurez un bouton sur votre objectif, ça va, vous aurez le paramètre soit AF off, soit faire la F, comme si vous aviez le back button, et les mêmes choses que on a vu précédemment. Et en moyenne, elles pourront toujours, les touches sont en général réglées de cette façon-là. Donc là, on a le bouton 7 qui est réglé sur off, donc aucune fonction lorsque vous appuyez dessus, que vous n'êtes pas dans un menu. On aura ici un petit bouton de qualité d'image qui n'est pas présent sur cette catégorie d'appareils photo, mais sur les EOS 7D, 5D Mark IV, vous aurez cette touche là qui sera par ici et où vous pourrez régler votre qualité d'image. Moi je trouve pas ça très intéressant de le mettre là. Après on aura le style d'image comme on l'a vu tout à l'heure dans les menus pour vos JPEG, la balance des blancs.
régler le menu, mais comme on a directement le bouton menu là, c'est pas forcément utile, à part si vous voulez juste avoir pratiquement tout de ce côté là de l'appareil photo, ce qui peut être utile. Après on aura les ISO, mais ISO en maintenant, donc ça peut être utile. C'est plus une façon de travailler de la manière de Nikon, puisque en général sur Canon, on appuie sur un bouton, on tourne, et puis après on réactive son déclencheur, alors que sur Nikon, on maintient appuyé et on tourne la fonction qu'on veut. Donc là, on aura la correction d'exposition au flash, la correction d'expo normale, donc ça peut être quand même utile de le mettre là au final. On verra ça, ouais, je vais le mettre comme ça pour l'instant, et on verra si c'est utile. Donc, là, on aura deux molettes ici, enfin la molette du haut, donc la molette principale, et la back molette, la batte molette, si vous voulez. Et donc, moi j'ai réglé ça comme ça, c'est réglé inversé d'habitude, parce que quand on est en manuel, on va avoir l'ouverture là, et la vitesse ici. Donc pour moi c'est pas logique dans les modes automatiques de ne pas avoir l'ouverture, enfin oui, l'ouverture de l'objectif ici et la vitesse là. Donc j'ai remis à sa place le AV, donc où on règle l'ouverture, et le TV où on règle juste la vitesse. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est priorité ouverture et priorité vitesse. Et ensuite, on aura le pad qui servira à régler le collimateur autofocus. Et c'est une des qualités en général des réflexes, c'est de directement pouvoir régler le collimateur autofocus ici. Et voilà, on en a terminé avec ce menu. Donc, on va retourner en arrière. À noter que, je vous l'ai pas dit, mais lorsque vous aurez changé un paramètre dans un menu, une étoile va s'afficher. Et donc vous pourrez revenir facilement à ce menu là si vous voulez revenir en arrière, ce qui est plutôt sympa. Donc on a fini avec pratiquement tous les les menus de cet appareil photo, et on va finir par un menu qui est pas très long à expliquer, qui est le menu de personnalisable. Donc en fait là il y a trois menus, mais c'est parce que j'ai réglé 3 menus. À la base vous n'aurez que ce menu là qui apparaît en 1, et donc vous allez pouvoir régler vos onglets menus. Donc ajouter un onglet à menu, ajouter un onglet à My Menu tout, non, vous pouvez faire non. Donc en fait le principe c'est qu'au départ la première fois vous allez créer un menu, donc c'est le menu 1, et vous aurez le nombre de fonctions là qui est là, donc qui est, si vous savez compter, de 6. Et donc il faudra bien choisir ces fonctions. Moi j'ai voulu mettre une liste plus longue, mais il faudra que je la rétablisse pour avoir un menu personnel plus cohérent. Et à chaque fois vous êtes obligé de refaire un menu pour remettre le nombre de fonctions que vous voulez. Donc c'est plutôt pas mal. Ça marche pas du tout de la même façon que Nikon, puisque Nikon a un menu qui se règle de façon verticale et non pas horizontale, et donc on aura tout dans un même menu. C'est vraiment bien. Après, comme c'est un menu personnalisé, vous n'avez pas forcément besoin de mettre plus de 6 fonctions, vous mettez les 6 fonctions principales. Moi ce que j'ai décidé de mettre, c'est surtout les plus importants, genre le verrouillage du miroir pour pas avoir à aller dans l'appareil photo plus loin, juste dans ce menu là, et l'info de batterie qui est très important, je trouve. Donc voilà, donc c'est tout pour ce premier, cette première, comment dire, donc c'est tout pour les menus de cet appareil photo. Donc si vous faites ça, vous êtes à peu près, comment dire, bon pour partir prendre des photos. Après, il y a d'autres choses à maîtriser, on verra ça dans les prochaines vidéos consacrées au 80D, mais sachez que là vous êtes déjà parti pour avoir des fonctions à peu près bien établies dans votre appareil photo, si vous comprenez les touches auxquelles ils sont associés, et puis c'est pas mal. On verra du coup bientôt à quoi réfèrent toutes les touches, et je verrai ça en section. Là c'était vraiment pour montrer
vraiment ce qu'on peut voir dans les menus, comment personnaliser son appareil photo. Cette vidéo est donc maintenant terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce levé. Si vous n'avez pas aimé, c'est bien dommage. N'hésitez pas à faire des remarques, à poser des questions. Moi je suis toujours là pour vous aider. Si vous avez noté des trucs que je n'ai pas dit, bien sûr vous êtes invité à les dire, il n'y a pas de problème du tout. Et donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans la chambre de Goupil. Salut!